Allez, on y va, les filles. Passons songe devant ce premier monument de Paris que la ville du passé est aussi la cité de l'avenir et celle de tes espoirs. C'est beau tout ce qu'il y a décrit sur les murs de Paris, c'est intéressant. Bah oui, y a plein de choses comme ça dans Paris. On a l'impression qu'on marche sur un livre. Eh oui, mais tu sais que dans la nature, il y a aussi des livres comme ça. Il y a des pages d'enfouies dans le sol. Il faut savoir les lire. Il y a un endroit dans les Alpes de Haute-Provence, dans la région de Digne. C'est une énorme réserve géologique, c'est la plus grande d'Europe. Mais il y a des pages aussi là qu'il faut savoir lire, décrypter. Il y avait autrefois la mer à cet endroit-là, il y a quelques centaines de millions d'années. Sur le fond marin, des animaux sont morts et se sont déposés. Ce sont des céphalopodes, on les appelle les ammonites. Et puis depuis le temps, de millions d'années en millions d'années, le fond marin et les animaux sont transformés en fossiles. Ils sont devenus de la pierre. Et quand on regarde aujourd'hui le fond marin, on le regarde comme ça. C'est bizarre, il est dressé devant nous. Il est devenu non plus horizontal, mais vertical. Ça nous apprend quelque chose. Ça nous apprend que les Alpes se sont soulevées et ont fait basculer le fond marin à la verticale. Mais ça nous apprend aussi autre chose, parce que des ammonites, là, il y en a 1500 sur 320 mètres carrés. C'est énorme, c'est gigantesque. Alors qu'est-ce qu'elles font là, ces ammonites? Alors on s'est mis à réfléchir et on s'est dit peut-être qu'à cet endroit-là, il y avait des courants marins qui amenaient toutes ces coquilles à cet endroit-là, ce qui explique ce grand nombre de coquilles. Alors voilà un exemple de page de livre que l'on peut découvrir en pleine nature. Mais faut-il encore savoir la décoder? Ça, c'est une affaire de spécialistes. Eh bien, tout près d'ici, des pages de livres comme ça, il y en a plein. Alors on les trouve où? Dans une espèce de gigantesque bibliothèque qu'on appelle le Muséum d'histoire naturelle de Paris. On y va? Belle affiche, hein? Moi, j'aime bien l'histoire. Oh, mais moi aussi, j'aime beaucoup l'histoire, tu sais, Zéphora. Ouais, moi Et aussi, j'adore. toi aussi, Jeanne? Moi, avant l'histoire même, j'aime. Parce qu'avant la période de l'histoire, il y avait des hommes préhistoriques qui vivaient avant et qui ne nous ont pas laissé des livres, mais qui nous ont laissé plein d'objets archéologiques. Et ces objets, on en trouve beaucoup. Ils nous racontent l'histoire de nos anciens prédécesseurs. Ces hommes préhistoriques qui ont travaillé la pierre, on retrouve donc des outils taillés, travaillé l'os, travaillé également des objets pour faire des statuettes. Donc tout ça, c'est mon travail, de reconstituer l'histoire de ces hommes qui ont vécu il y a très longtemps. Pour reconstituer la vie de nos ancêtres, nous allons remonter le temps. Trop cool. Trop bien. Oh ouais, c'est mon rêve. Moi aussi. Passez donc les premières. Ouais. Attends, C'est pas un peu risqué quand même, on va revenir. Oh non. Non, c'est pas risqué, c'est trop bien. J'aimerais trop vivre là-dedans, ça doit être trop classe. Alors, vous voyez, Jeanne et Zéphora, voilà les objets que l'on a retrouvés dans un site archéologique. On a étudié tous ces ossements de mammouth et en les étudiant, qu'est-ce qu'on a pu voir? Que ça ressemblait à une cabane. Une hutte. Une hutte, tout à fait. Et donc, on a reconstitué, à partir des objets qu'on a trouvés sur les chantiers de fouilles, on a reconstitué l'habitation des hommes préhistoriques. Il y en avait beaucoup des huttes comme ça où il y en avait... On n'en a pas retrouvé beaucoup, parce que c'est extrêmement long à construire, et probablement que ces hommes qui vivaient il y a 25-30 000 ans ont utilisé beaucoup de fois ces cabanes. C'est-à-dire que chaque année, ils revenaient et ils habitaient dedans. Et dans la steppe, il y avait très peu de matériaux, en fait. Donc c'était ces ossements qui leur servaient de matière de base, matière première. Oh, tout à fait, puisqu'il faisait froid pendant ces périodes-là, donc il y avait peu d'arbres, donc peu de branches pour faire les armatures de huttes ordinaires. Alors on se servait de ce qu'il y avait. Qu'est-ce qu'il y avait? Des troupeaux de mammouths qui étaient morts, et on avait des tas d'ossements de mammouths, donc les hommes les utilisaient pour construire. Ils étaient extrêmement ingénieux, parce qu'il faut faire tenir tous ces os entre eux. C'est extrêmement difficile. Donc c'était déjà à l'époque, vous voyez, des très bons architectes. Alors on peut quand même imaginer que dans cette steppe immense, le vent soufflait très fort.
un vent qui soulève de la poussière, qui soulève aussi du sable, disons-le comme ça. Ben, les huttes sont pleines de trous. Comment est-ce qu'ils faisaient pour vivre là-dedans? C'est vrai qu'il y avait beaucoup de vent qui apportait beaucoup d'éléments de rochers glaciaires et donc il fallait se protéger. Alors ces ossements, c'était la structure. Dessus, on mettait de la terre au niveau de la base et des pots de renne notamment. Et dessus, on mettait des choses lourdes, par exemple des défenses, des bois de renne, pour maintenir tout ça. Et probablement, l'hypothèse que nous avançons, c'est que la base, jusqu'à même peut-être mi-hauteur, était enterrée. Donc ça protégeait vraiment du vent, c'était assez bas, comme un espèce de tumulus. Donc c'était à l'abri du vent, plus c'est bas, vous savez, plus comme ça il y a moins de prise pour le vent, et donc plus vous êtes protégé. Donc probablement que c'était semi-enterré. Ces hommes-là, il y a 20 000 ans, se baladaient quand même beaucoup dans la steppe. Ils n'emportaient pas la hutte sur leur dos. Exactement. Donc ces hommes étaient ce qu'on appelle des chasseurs-cueilleurs. Ils ne vivaient que du sauvage. Et c'était pour eux très important d'avoir des endroits où revenir chaque été. Parce qu'on pense que ces huttes étaient surtout utilisées l'été. Donc ils revenaient chaque été, c'était leur campement estival. Est-ce qu'on peut dire que, alors que dans les steppes, il y avait plein d'autres animaux à manger, il y avait des chevaux, il y avait des rennes, etc., est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même de toute façon une sorte d'attirance magique entre l'homme et le mammouth? Il est probable que le mammouth, à cette période-là, a joué un rôle double. Puisqu'il y a à la fois un apport alimentaire important, donc beaucoup de viande, et aussi des matières premières, justement les ossements pour faire ces huttes, mais il est également aussi un animal mythique, c'est-à-dire un animal qui était très important au niveau donc de leur panthéon, on peut dire. Et probablement qu'il servait un peu de catalyseur et aussi il servait à créer ce réseau entre différents clans. Je pense qu'il y a vraiment une chasse collective au mammouth. Et donc, il suppose la rencontre de plusieurs clans, de plusieurs groupes. Et vraiment, ces steppes permettaient ces rencontres, ces constructions de villages, entre guillemets, de plusieurs huttes, et la rencontre de ces hommes pour chasser le mammouth. Elle est au-delà simplement d'avoir de la viande, parce qu'il y avait plein de gibier. Mais le mammouth, c'était vraiment un être à part, on peut dire. Vraiment quelque chose qui était très important et fédérateur entre les groupes. Et c'était probablement à cette époque-là, justement, ces saisons estivales où il y avait ces chasses, que les échanges se produisaient, les échanges entre hommes et femmes, pour bien entendu agrandir les clans, et également probablement d'objets de parures, des perles en ivoire, mais également des statuettes. Probablement que ces Vénus que l'on voit ici dans l'exposition ont été faites à cette occasion. C'est vraiment quelque chose de très très particulier qui est lié au mammouth et pas à une autre espèce animale. Regardez ces statuettes avec ces petites têtes rondes et ces seins très développés, ces fesses très développées. Ça symbolise la fécondité. Il y en a beaucoup, des différentes, des plus grandes, des plus petites, mais toujours en ivoire de mammouth. Donc, l'ivoire de mammouth et la fécondité, ça marchait ensemble. Le masculin n'intéressait pas les artistes? Oh si, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de statuettes féminines, mais on a également des statuettes dites masculines, on a des phallus. Et aussi, regardez cette pièce exceptionnelle qui date de 30 000 ans, tout en ivoire. C'est un corps d'homme avec une tête de lion. Bon, maintenant, je suis obligée de vous laisser parce que j'ai du travail. Donc, je vous souhaite une très, très bonne visite. Et surtout, n'hésitez pas à jouer avec tout ce qui est permis, à manipuler les ordinateurs. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Faites une partie d'osselet Mais non, on fabrique une hutte. avec ce tas d'os? Ouais. Ben oui. Allez, moi j'en ai aussi un tas d'os. Allez, on fait une compétition. Voilà, ça marche. Et moi je suis sûr qu'il me manque des os. Ah, regarde, c'est Michel quand il y a 20 000 ans. Il avait une barbe, mais noire. Bon, c'est bien beau tout ça, mais on ne sait pas finalement ce qui les poussait à graver, à peindre ou à sculpter. Vous savez, vous avez une idée? C'est peut-être pour leur donner du courage, parce que si tu as envie, je sais pas moi, de tuer un mammouth, tu vas te dessiner en train de tuer un mammouth, là, à donner du courage, et après peut-être que ça marchait pas. Ah, il y aurait de la magie là-dedans? Et toi, tu as une idée? Ouais, bah peut-être que c'est pour que montrer à leurs descendants ce qu'ils faisaient dans leur vie, quoi. Vous avez raison toutes les deux. Prenons comme exemple ceux parmi nos ancêtres qui ont orné
les parois des grottes de Rouffignac. Vous savez, en Dordogne, il y a 13 000 ans, 14 000 ans. Est-ce qu'il y en avait qui savaient, qui devinaient qu'ils étaient des artistes? Est-ce qu'ils avaient quelque part dans le fond de la tête une vague idée conservatrice pour assurer une mémoire? Bien difficile de le dire aujourd'hui. Tu parlais tout à l'heure d'une espèce de magie de la chasse. Au début du siècle dernier, certains pensaient qu'effectivement, les artistes peignaient des animaux de chasse. C'était une manière de les tuer virtuellement pour leur porter bonheur. Mais quand on regarde ces animaux de près, il en manque. Tous les animaux de chasse ne sont pas représentés. Il manque les félins, il manque par exemple les sangliers. Peut-être que c'était les plus faciles à dessiner. Oui, on peut imaginer ça aussi. Mais il y avait des animaux privilégiés. Les chevaux, les rennes, les mammouths, les bisons. Alors pourquoi des animaux privilégiés? Alors on s'est dit peut-être que derrière ces animaux se cachaient des symboles. Le symbole par exemple de la fertilité chez les mâles, de la fécondité chez les femelles. Alors ce sont des impressions comme ça. En tout cas, il est certain que ces animaux avaient une très très grande importance dans la culture de nos ancêtres. Ah, vous avez l'air maline comme ça. Vous vous moquez des mammouths Ouais. et par la même occasion des éléphants. Mais vous savez au moins à quoi sert la trompe? À manger, à attraper sa nourriture. Et aussi à se doucher. Ah oui, alors la trompe, ça sert à plein de choses. Mais figurez-vous que si les éléphants, comme les mammouths, ont une trompe, c'est parce qu'ils ne peuvent pas, avec leur bouche, venir brouter directement sur le sol. Vous avez vu que la bouche est très très haute. Alors, leurs lèvres supérieures, leur nez, se sont rejoints, se sont allongés, se sont musclés, et ça fait la trompe. Et avec ça, ils peuvent aller chercher les plantes dont ils se nourrissent. C'est une bonne invention. Alors, pourquoi cette invention? C'est parce que la structure de leur crâne est tellement lourde que le cou n'a pas pu s'allonger. Si ça avait été le cas, pof, les éléphants, comme les mammouths, auraient basculé sur le devant. Alors, les mammouths, dans la steppe, vont chercher les herbes, allaient chercher les herbes, puisqu'ils ont disparu. Mais les éléphants, dans la savane africaine, vont chercher les herbes, mais aussi les basses branches des arbres et même les buissons. Mais cette trompe, qui est vraiment très forte, qui est musclée, qui est très longue, qui est capable d'arracher un arbre, eh bien, figurez-vous que cette trompe, en même temps, est très sensible. Avec l'espèce de petits doigts qu'ils ont au bout de la trompe, ils sont capables de ramasser des petites choses par terre. Par exemple, de la taille d'un mégot de cigarette. Ils sont capables de sentir aussi. Mais à quoi ça sert la trompe? Pardon? Bah oui. Qu'est-ce qu'ils font encore avec la trompe? Bah, vous l'avez dit, ça arrose. Ouais. Hein? Comme ça, avec de l'eau. Mais aussi avec de la poussière. Qu'est-ce qu'ils font aussi avec la trompe? Bah, ils donnent, disons, un état d'âme. Quand ils ne sont pas contents, ils savent le démontrer. Ils se saluent aussi avec la trompe, comme ça. Hein? Vous voyez que la trompe, chez le mammouth et chez l'éléphant, eh bien, c'est un organe très très important. Avec le haut d'ailleurs de la trompe, ils sont capables d'émettre un son. On appelle ça le barrissement. Et quand ils sont dans les hautes herbes, dans la savane, les éléphants, eh bien, ils ne se voient pas, mais ils peuvent communiquer entre eux, comme ça, en émettant des sons avec la trompe. Et quand on entend un coup de trompette puissant, ça aussi, ça vient de la trompe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, attention, je suis en colère. Ça veut dire, je suis énervé, alors restez pas devant. Pour savoir tout sur les éléphants comme ça, t'as déjà été en Afrique? Oui, je suis allé en Afrique, j'ai même rencontré les éléphants très très près. J'ai même subi un coup de trompette et je suis parti en courant. Qu'est-ce que tu fais? J'en sais rien. Quelle honte. T'as pas fait une petite bêtise? Peut-être. Peut-être pas. Non, je pense pas. Change. La voilà la steppe. Ah ouais. Elle est même très habitée. Oui. Vous avez vu tout ce beau monde? Alors il manque les mammouths. En fait, il manque toute la mégafaune. Il manque aussi le rhinocéros laineux, le mégacéros, l'ours des cavernes et plein d'autres. La hyène aussi.
Ça dépend si tu regardes le blanc. Oui, ça, ce sont les fantômes. C'est la trace simplement. Hein, les animaux ont disparu. Par contre, tous ces animaux-là vivent encore dans la steppe, dans les zones froides, gelées, venteuses, qui reçoivent peu d'eau, des zones presque arides. Alors c'est un écosystème. Dans la steppe, il y a beaucoup de plantes. Il y a des graminées, il y a des armoises, il y a plein de choses à manger. Il y a des mousses et des lichens. Il y a des petits arbres très rares, hein, des arbres rabougris, quelquefois des bouleaux, des pins. Donc il y a de quoi manger. Et ça, dans la steppe, à l'époque des mammouths, la base de la nourriture, c'est quoi? Eh bien, c'est l'herbe, c'est la végétation. S'il n'y avait pas de végétation sur la planète, il n'y aurait pas d'animaux. Sephora, viens voir. Regarde, ça voit si c'est s'il a été survivant ou alors disparu, c'est trop bien. C'est quoi ça? Je sais pas, il y a peut-être d'autres animaux? Ouais, il n'y a pas que lui. Hein. Oh, un mammouth. Alors, mammouth, de petites oreilles et petite queue qui limite les pertes de chaleur. Michel! C'était ça le bruit des mammouths! Je suis à 2 mètres derrière. C'est pas la peine de crier, de faire autant de bruit que le mammouth. Alors, écoute, moi, ça me rappelle le bruit que font les éléphants. Bah oui, mais les mammouths, c'est pas exactement comme les éléphants. Ah, alors ça, c'est une bonne question. Ce que je vous propose, c'est de rencontrer un spécialiste, un paléontologue. Ouais. Quelqu'un qui sait aussi bien parler des mammouths que des éléphants. C'est là, là? Voilà. Oh, trop bien! On prend à droite, on prend à droite. Hop. Et vous filez là. C'est bon? Voilà. Entrez. Bonjour Pascal. Bonjour. On vous envahit. Bonjour, mademoiselle. Asseyez-vous. C'est absolument indispensable parce que nous avons des questions très importantes à vous poser. La première, c'est Bora. Alors, dans l'expo, il y a un cri de mammouth, mais comment on sait que c'est vraiment lui, le cri? Comment on connaît le cri du mammouth? En fait, on ne le connaît pas. Simplement, comme le mammouth ressemble beaucoup à un éléphant, on s'est dit que le cri du mammouth devait être celui des autres éléphants, c'est-à-dire le barrissement. Donc on a enregistré un barrissement d'éléphant, et puis on l'a un petit peu arrangé, on l'a rendu un peu plus rauque, pour que ce ne soit pas tout à fait la même chose. Mais ça, c'est de l'imagination. Mais dans les grottes de Lascaux, il y a des mammouths, mais est-ce que c'était les bonnes représentations? Oui, l'homme fossile était un grand observateur, un grand naturaliste, et donc il a bien dessiné les mammouths. Mais c'est le paléontologue qui dit que les dessins sont bons. Et pourquoi? Parce que le paléontologue, avec le mammouth, il a une chance extraordinaire. Non seulement on connaît le squelette, les os, mais on connaît les poils, la peau, y compris même les restes qui sont à l'intérieur du thorax ou du ventre, parce qu'on a trouvé des mammouths congelés, comme s'ils sortaient d'un réfrigérateur. Si on regarde un squelette de mammouth et qu'on le compare à un squelette d'éléphant, on s'aperçoit que c'est des animaux qui sont très très proches. C'est presque le même squelette. Donc le mammouth et l'éléphant, c'est vraiment la même famille qu'on appelle les éléphantidés. Voilà. Les mammouths sont toujours vivants. Est-ce qu'on peut les marier avec les éléphants d'Afrique? Alors on peut répondre indirectement. Ce qui caractérise un mammouth par rapport aux éléphants d'aujourd'hui, qu'ils soient d'Afrique ou d'Asie, c'est qu'il a des poils tout à fait particuliers parce qu'il est adapté à un milieu qui n'a rien à voir avec celui des éléphants d'aujourd'hui. Un milieu très froid. Bon, il a aussi une couche de graisse assez épaisse qui le protège du froid, donc il a des caractères qui lui sont particuliers. Mais le patrimoine génétique est très proche entre les mammouths et les deux éléphants. C'est le même nombre de chromosomes, donc on peut penser que, après tout, peut-être qu'il pourrait donner des hybrides. Alors le problème, c'est que les mammouths qu'on connaît aujourd'hui, même s'ils ont été trouvés à l'état congelé, ils sont quand même morts. Donc en fait, même si on trouve la peau, puis sous la peau, on peut disséquer comme une bête actuelle et trouver les muscles, n'empêche que les tissus sont morts. Donc trouver une cellule vivante de mammouth, c'est vraiment utopique. Mais c'est nécessaire pour faire des manipulations génétiques qu'on appelle le clonage, pour réaliser un mammouth à partir donc d'un éléphant d'aujourd'hui. Et quand bien même on y arriverait, le mammouth vivait dans un environnement, ce qu'on appelle la steppe à mammouth, c'est-à-dire des grandes étendues d'herbe qui n'existent plus aujourd'hui. Donc on ne pourrait pas lui offrir le milieu dont il a besoin, parce que c'est un animal qui s'est adapté à un milieu très froid, mais
sec qui permettait à une steppe très riche en herbes de toutes sortes de se développer. Il n'aurait plus donc cet environnement, à la fois du point de vue du climat et du point de vue de la végétation, donc je crois qu'il serait fort malheureux. Ce serait donc pas très sympa de refaire un mammouth aujourd'hui. Merci beaucoup. Mais avec plaisir. Bonjour Alain. Ah, bonjour les enfants, comme c'est gentil d'être venus nous voir au Jardin des Plantes. D'ailleurs, on va parler de plantes, je crois. Exactement, et en particulier des plantes de la steppe. Il y en a ici? Ah oui, il y a beaucoup de plantes de la steppe, il y a beaucoup de graminées en particulier, puisque c'est ce qui est le plus important dans la steppe. Mais il y a aussi d'autres choses, comme par exemple ces armoises que vous avez ici. Ces buissons d'armoises qui sont un élément représentatif, sont des plantes très odoriférantes et que le mammouth aimait beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a encore des steppes à mammouth? Ah, des steppes à mammouth, non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Les éléments des steppes à mammouth ont été dispersés au moment de grands changements climatiques et se retrouvent partout dans les montagnes ou dans d'autres régions. Mais la steppe elle-même, cette steppe-là n'existe plus. Si d'autres steppes existent encore, bien entendu. Alors on raconte que le mammouth a disparu parce que la steppe à mammouth a disparu, c'est vrai ça? Il était si pointu que ça? Ah, le pauvre mammouth avait un régime extrêmement strict. Il fallait qu'il suive uniquement ça, qu'il mange uniquement de l'herbe. Ses dents étaient faites pour ça. Plus exactement, au cours des dizaines et des centaines de milliers d'années antérieures, l'évolution avait fait qu'il s'était adapté étroitement à cette nourriture. Et cette nourriture d'herbe a disparu progressivement dans les régions qu'il habitait, et ceci il y a à peu près 10 000 ans. Alors, est-ce qu'on peut quand même, ça nous étonne avec les enfants, est-ce qu'on peut dire que le mammouth a disparu comme ça brutalement un beau jour? Non, certainement pas. Ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Il a fallu d'abord que le climat change lentement, avec des allées et des retours. Il y a eu quelques crises. Et puis progressivement, le climat ayant changé, il a plu moins. La température a remonté, les glaces ont fondu et les conditions où la steppe croissait ont disparu progressivement. Il a plu davantage en particulier, ça s'est réchauffé et les forêts sont venues progressivement remplacer ces grandes steppes herbues qui allaient depuis l'ouest de l'Europe jusqu'au fin fond de la Sibérie. Alors ce pauvre mammouth et d'autres herbivores avec lui ont vu leur territoire réduit progressivement puis disparaître complètement. Est-ce que c'est l'homme qui a tué le mammouth ou alors il est mort de faim? Ah, ben voilà une bonne question. L'homme, on l'incrimine beaucoup, toujours dès qu'il est là, on dit c'est de sa faute. À l'époque, tout de même, c'est un petit peu difficile de le dire, parce que d'abord, il y avait très longtemps que l'homme et le mammouth coexistaient, des dizaines et des dizaines de milliers d'années, en tout cas en Eurasie. Et donc on ne voit pas pourquoi brusquement l'homme se serait acharné sur le mammouth. Non, sans aucun doute, les changements de l'environnement ont été les plus importantes causes de la disparition de cet animal. On dit merci Alain. Merci Alain. Eh bien de rien les enfants, merci et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors je suis quand même très surpris de constater que les mammouths ne vous étonnent pas plus que ça. En fait, nous les mammouths, on a travaillé à l'école et puis on a lu des livres. C'était une petite révision mais c'était bien quand même. Bah oui, pour nous, le mammouth, c'est un animal familier. Alors ça m'épate. Parce qu'il m'arrive exactement la même chose. Pour moi, le mammouth, c'est un animal familier. Mais comme les scientifiques que nous avons rencontrés d'ailleurs, pour eux aussi, c'est un animal familier. C'est un peu comme si, on peut s'interroger là-dessus, nos ancêtres, ceux qui ont fréquenté le mammouth, nous avaient légué dans une espèce de mémoire gigantesque, en tout cas, pourquoi pas une mémoire génétique, des souvenirs. Et que ces souvenirs, petit à petit, quand l'occasion se présente, remontent à la surface. Vous ne croyez pas que ça peut se produire, ça? Si. Bon, voilà, écoute, merci beaucoup pour cette aventure au milieu des fauves, de l'ère glaciaire. Et puis, la prochaine fois, allez, rentrez vite.